Très actif, et cofondateur de l'association d'ornithologie en 2003. Titulaire d'un DEA en histoire sur l'histoire du mouvement français de protection animale, le focus qu'il va effectuer sur les destins mêlés des soldats et des animaux, des compagnons d'armes sur le front d'Orient, devrait donc présenter un volet inédit et parfois peu connu de ce conflit. Monsieur Laporte, c'est je remercie déjà la mairie du 5e de me permettre d'intervenir au milieu d'un débat sur cette Première Guerre mondiale et de pouvoir exposer une partie de l'histoire qui est assez peu connue et qui a fait récemment encore débat dans notre société sur le fait de pouvoir traiter de la question des animaux dans la guerre. On sait que ce sujet, quand on l'aborde, il est très sensible dans notre société et génère souvent des tensions, des controverses. Alors comment introduire l'animal comme être sensible dans la guerre? Comment ne pas mélanger les souffrances des hommes et les souffrances animales? Autant de discussions qu'il est intéressant de pouvoir mener. Et si vous voulez, il existe, pour essayer d'avancer sur ce sujet, il existe deux orientations définies par Claude Milot dans L'autre hécatombe, un livre. Claude Milot dans L'autre hécatombe qui expose un peu comme un rapport d'enquête sur l'utilisation des équidés pendant la Première Guerre mondiale, pas seulement les chevaux mais aussi les mulets. Et de l'autre côté, une autre approche, Éric Baratet, qui lui part du vécu. En tant qu'historien, il part du vécu des animaux pendant cette guerre, le stress de ces animaux, les problèmes rencontrés par ces animaux au contact et en relation avec les soldats. Sur les sources, quand on aborde cette question des animaux sur le front d'Orient, on s'aperçoit qu'on a une difficulté objective. C'est que l'essentiel des travaux qui ont été faits, soit par Claude Milot, soit par Baratet, soit d'autres chercheurs, ce sont essentiellement des travaux qui ont été faits autour du front occidental. On a très peu de recherches aujourd'hui. J'invite les universitaires à lancer leurs étudiants sur ces chemins-là, parce que c'est vraiment passionnant de pouvoir rechercher. C'est pas parce qu'il n'y a pas eu de travaux jusqu'à présent, c'est pas parce que je n'ai pas trouvé de traces qu'il n'y a pas de traces. Il y a bien certaines traces, certainement, mais il faut aller chercher encore plus loin. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a peu d'archives, beaucoup de témoignages, mais il faut y aller, et il faut aussi réinterpréter les photos des militaires, les cartes postales, les romanciers aussi, les journalistes de l'époque. Il faut reprendre tout ça au travers d'un regard qui est celui de la présence des animaux dans ce conflit, et entre autres sur le front d'Orient. La question du recrutement des hommes et des animaux, que ce soit sur le front d'Orient ou sur le front occidental, toujours la même chose, mobilisation des hommes. Ce qu'on sait un peu moins en général, c'est qu'il y a recensement, mais plusieurs années avant les conflits, il y a un recensement systématique des chevaux, des mulets, des pigeons voyageurs, des recensements qui sont faits chaque année, entre autres sur les pigeons voyageurs, l'obligation pour les possesseurs de pigeons voyageurs de déclarer leurs animaux, le nombre et la qualité de ces oiseaux chaque année, et il y a des réquisitions de chevaux et de mulets qui a lieu donc dès août 1914, et tout au long du conflit, il va y avoir ces réquisitions. Les réquisitions, c'est un moment très fort de répartition. On va parler, moi qui suis agent SNCF, d'aiguillage, si vous voulez, des animaux. C'est un moment particulièrement difficile pour, entre autres, les équidés, puisque c'est là que les chevaux vont être de façon tout à fait sommaire. Éric Baratet l'explique très bien, je ne peux pas m'étaler là-dessus, mais c'est un moment où on définit comme ça, par rapport à la morphologie de l'animal, par rapport à ce que dit le maître du passé de l'animal, on dit toi tu iras dans l'artillerie, toi tu iras dans la cavalerie, etc. Ce qui va après générer des effets pervers dont on parlera. Ensuite, il faut avoir l'idée que les animaux, je vous ai mis là le livret militaire, si on peut dire, d'un chien, mais ces animaux sont immatriculés. Ce sont de véritables soldats
certains vont reprendre l'expression soldat de guerre, moi je n'aime pas trop cette expression, mais en tout cas ils ont un livret, un matricule, ils ont un numéro, ils sont recensés. 14 millions d'animaux enrôlés pendant cette guerre. L'essentiel, hein, c'est là qu'il faut aussi relativiser les choses dans l'historiographie, au niveau des médias, on vous parle des éléphants, des chameaux, oui, bien sûr, il y a tous ces animaux qui ont été aussi enrôlés, qui ont joué un rôle à leur niveau, mais quand même, la masse, là c'est par millions, ce sont les équidés qui ont été utilisés pendant cette guerre, de 1914 à 1918. On verra plus tard sur des chiffres l'utilisation, mais il faut imaginer que si la France a utilisé 1,9 million de chevaux, enfin d'équidés, ça s'est fait, si vous voulez, avec 750 000 chevaux à 900 000 chevaux par an qui ont été utilisés, puis régulièrement réquisitionnés, enfin remplacés par de nouvelles réquisitions, etc. Les chiens et les pigeons, c'est beaucoup moins, mais malgré tout un chiffre important selon les pays, où on voit bien que là, ils jouent aussi un rôle que l'on détaillera un petit peu après, mais schématiquement, pour bien comprendre cette période et le rôle des animaux, tout le monde est d'accord chez tous les belligérants, cette guerre ne peut se gagner sans le concours des animaux, et lors de l'offensive de 1918, le maréchal Foch dit « Je n'ai pas d'inquiétude pour savoir s'il y aura assez de canons, de munitions ou d'hommes, mais mon grand souci, c'est y aura-t-il assez de chevaux en forme pour suivre ?» Voilà, là on est avec, sur le rôle des animaux, leur utilité dans tous les cas, ça ne fait pas débat que durant cette guerre, on ne peut pas gagner cette guerre sans les animaux, et sans des animaux qui peuvent véritablement bien servir. Si on peut. Alors, prenons les chiens dans un premier temps, 20 000 chiens utilisés en France, une mortalité importante, mais vous verrez par rapport aux équidés, c'est quand même nettement moins important. Et pour vraiment maintenant essayer de faire un petit focus sur les Balkans, je n'ai pas trouvé de traces massives d'utilisation des animaux sur le front balkan, à part sur les Anglais qui utilisent au moment des Dardanelles des chiens qui sont porteurs de mitrailleuses. On verra, enfin on peut le voir tout de suite, c'est que les chiens présentent l'avantage d'être très puissants, d'être solides aussi, de pouvoir passer par des petits sentiers et tout, mais ils ont un gros inconvénient, enfin deux gros inconvénients. Ils aboient, c'est la première chose, alors là on lui a mis une muselière, mais ils peuvent aussi avoir très peur des obus, ce qui est un inconvénient majeur lors d'attaques. Sur les chiens sanitaires, c'est un rôle qui a été très médiatisé à l'époque parce qu'il était très valorisant. On montrait cet animal qui faisait le lien entre ce soldat blessé, le chien devait reconnaître le soldat français et ne pas s'occuper du soldat allemand, donc il fallait un dressage tout à fait particulier, et dans les faits, dans la réalité, au-delà de la légende médiatique de l'époque, le résultat est plus que mitigé, c'est-à-dire que ces chiens sanitaires, on a vraiment eu du mal à les rendre réellement opérationnels. Par contre, il y a eu deux rôles joués par les chiens qui ont été très utiles. Le chien sentinelle qui a joué un rôle vraiment très important à l'époque, parce que si vous voulez, l'angoisse des soldats dans les tranchées, c'était de subir de quelque côté que ce soit ce qu'on appelait les nettoyeurs de tranchées. C'est-à-dire que les soldats se reposaient entre deux lynchages d'obus, etc. Il y avait un peu de répit, et d'un seul coup, ils se faisaient égorger par une petite escouade qui venait ramper d'ennemis. Il y avait des Français aussi bien que du côté des Allemands, et qui venaient égorger, et après ça démoralisait tout le monde qu'un certain nombre de soldats de première ligne se fassent égorger. Alors les soldats avaient demandé ces chiens sentinelles, et même quelquefois ils récupéraient des chiens sur le front qui leur servaient de chiens sonnettes, comme on dit, de chiens sentinelles. Il y a eu aussi des chiens messagers qui présentaient beaucoup d'avantages, comme les pigeons. C'est que, étant très rapides, ils pouvaient porter des messages quand la télégraphie n'était pas opérationnelle. Mais là encore, autant sur
les Balkans, les chiens sentinelles, on a pu retrouver quelques traces de ces chiens. Autant sur les chiens messagers, je n'ai pas trouvé, ce qui ne veut pas dire qu'il n'y en ait pas eu, mais je n'ai pas trouvé de traces de ces chiens messagers sur le front d'Orient. Les pigeons, 60 000 pigeons utilisés par les Français, c'est-à-dire régulièrement à peu près, au fur et à mesure que la guerre se développe, c'est 30 000 pigeons, hein, c'est quand même très important, et le 8e régiment du génie qui a donc une section télégraphie militaire, et au sein de cette section télégraphie, il y a des bataillons qui s'occupent, ces unités colombophiles, qui s'occupent donc des pigeons, avec au début de la guerre 3 ou 4 pigeonniers mobiles. Un président d'une fédération colombophile a l'idée de développer ces pigeonniers mobiles qui sont en fait des automobiles, des cars reconvertis si vous voulez, et au fur et à mesure du développement de la guerre, en 1918, on va avoir, alors certains disent 250 voitures pigeonniers, d'autres archives disent 350 pigeonniers mobiles, ce qu'on appelle les arabas, et selon le terrain, ces arabas, ces pigeonniers mobiles ne sont pas tous pareils. Sur le front d'Orient, le 3e bataillon, lui, est muni d'arabas qui sont tractés par des mulets, parce que effectivement le terrain ne permet pas, il n'y a pas beaucoup de routes, etc. Et donc on préfère ces arabas qui sont plus petits, plus mobiles, et qui permettent effectivement de pouvoir centraliser les pigeons à cet endroit. Sur l'image à gauche en bas, on voit les soldats mettre dans les paniers les pigeons, puis une estafette prendre son mulet avec une dizaine de pigeons dans les paniers en osier, et emmener ça sur le front, où là on garde ces pigeons jusqu'au moment où on décide d'envoyer un message. Pour anecdote, toutes ces photos sont tirées du front d'Orient, sur la vallée de Vardar, mais il faut avoir à l'esprit que là, par exemple, le général Juino Gambetta, quand il fait son raid sur Costube, il se plaint du fait que ces pigeons n'arrivent pas à l'état-major. Donc, en fonction des situations géographiques, la montagne, tout ça, les pigeons peuvent se perdre, et donc il n'y a pas une réussite à 100%, loin s'en faut. Sur les équidés, donc là, comme je vous disais, un nombre phénoménal d'animaux. Il faut avoir à l'esprit que l'armée du Nord, 750 000 chevaux, chaque année, ils ont besoin pour fonctionner sur l'année, il faut réquisitionner, il faut qu'il y ait toujours le remplacement des animaux morts, et donc il faut constamment 750 000 chevaux, l'armée de l'intérieur 100 000 et l'armée d'Orient 100 000. La différence principale, c'est sur le front d'Orient, où là, en fonction de la géographie, on voit ce dont mes prédécesseurs parlaient, la question du terrain escarpé, on préfère les mulets, et là, ce n'est pas 10% de mulets comme sur le reste des fronts, c'est 50% de mulets. Les effectifs d'équidés, contrairement à une idée reçue, spontanément, on pense les équidés, la cavalerie, etc. Pas du tout. La cavalerie, au début du conflit, c'est 91 000 chevaux. Ça va finir en 1918 par 70 000, 75 000. L'artillerie, au contraire, il va y avoir une montée en puissance pour transporter les canons de 75. Il faut un grand nombre de chevaux. On va passer de 100 000 à 300 000. Et l'infanterie, à contrario, dans cette guerre d'opposition, va passer de 250 000 à 100 000. Le vrai problème, et c'est ce que Claude Milot a mis en avant dans son livre L'autre hécatombe, c'est qu'au niveau de la France, contrairement aux Anglais et même aux Allemands, c'est qu'on a été très mal organisé en France. On a 60% de pertes, 1 140 000 équidés qui sont tués, qui meurent ou qui sont abattus. C'est, voilà, à droite, l'état de maigreur des chevaux, c'est surmenage, maladie, et autres qui mènent donc à ce que ces animaux qui sont immatriculés sont obligatoirement réformés, et à partir de là, ils sont envoyés à l'abattoir et tués. Les chevaux, quand ils sont comme ça épuisés, c'est souvent parce qu'ils ont été mal utilisés, on ne les a pas bien aiguillés, ce que je vous disais, on les a
même pour les chevaux qui venaient des États-Unis, on les a à peine découverts. Là, il y a une page d'histoire qui est totalement inconnue, c'est que les différents belligérants ont voulu, pendant le conflit, se réunir, faire preuve un peu de raison au milieu de toute cette boucherie, et donc il y a eu, sous l'égide de la Suisse, du gouvernement suisse, de la Croix-Rouge et de l'armée suisse, il y a eu l'organisation d'une conférence, de plusieurs conférences, et la création de l'Étoile Rouge, qui a été créée donc en décembre 1914, une association qui regroupait l'ensemble des belligérants. La France n'était pas très contente de cette initiative, elle a laissé la SPA se lancer un peu là-dessus, mais elle n'a jamais vraiment soutenu, et du coup, si vous voulez, cette structure a avorté, et en France, on a préféré, si vous voulez passer, on a préféré s'appuyer sur la structure anglaise de nos alliés, l'association la Blue Cross ou l'association la Croix-Violette belge. On a préféré développer nos hôpitaux vétérinaires plutôt que de s'associer avec l'ensemble des belligérants et de faire cette Croix-Rouge qui permettait d'achever, c'était l'intention des fondateurs de la Croix-Rouge, c'était de l'Étoile Rouge, l'intention c'était de pouvoir achever les souffrances des chevaux sur le champ de bataille. Ensuite, pour aller encore plus vite, une spécificité dans les Balkans a été l'utilisation des bœufs. Pour vous donner un ordre d'idée, 50 000 chevaux dans l'armée serbe, 43 000 bœufs, c'est vraiment un animal qui est utilisé et qui n'est pas utilisé à la marge. Et lors de la retraite des Serbes en 1916, cet animal a énormément servi, et je voulais vous lire deux petits cheminements, comme ça, deux ou trois petits cheminements pour faire vite. C'est Henri Barby dans l'épopée serbe qui dit « Toute l'armée qui mourait de faim, dans l'armée qui mourait de faim, on dépeça les chevaux et les bœufs, morts le long des routes, et puis il n'y eut même plus de bêtes crevées à manger. » Raoul Labrie, dans un autre journaliste de l'époque, dans son livre Avec l'armée serbe en retraite, qui dit « Une odeur épouvantable se dégage de 2 cadavres de soldats que nul ne songe à ensevelir. Un cheval est mis dans un champ, raidi sur ses jambes, il tombe. Un prisonnier autrichien se jette sur lui, lui coupe la langue et la dévore crue, la figure ensanglantée. » Et Georges Niva, dans L'âme des Serbes, fait parler une ordonnance qui s'adresse au général Michy. Je vous le dis du fond du cœur, mon général, ce sont les bœufs qui nous ont sortis d'affaire. Quand vous féliciterez l'armée, mentionnez aussi les bœufs serbes. Pour l'amour de Dieu et de la justice, j'ai vu beaucoup d'hommes sans âme, mais je n'ai jamais rencontré de bœuf qui n'ait pas une âme. On voit bien là les services rendus, le désarroi d'un peuple et ses destins mêlés, si vous voulez. Et donc, au plus profond de l'horreur, on se retrouve dans cette situation où on peut parler de souffrance et de réconfort partagé avec ces deux images. Je n'ai même pas voulu mettre de commentaires parce que je pense que ces photos se suffisent à elles-mêmes, où on imagine les deux photographes qui ont fait ces photos avec les corps de ces jeunes gens et de ces animaux morts, les arbres au loin complètement soufflés par les obus, et donc on imagine le silence de ce champ de bataille, de ces champs de bataille, et là on peut parler réellement, quand on regarde objectivement ces photos, on peut parler de souffrance et de mort partagée entre ces différents êtres vivants. Mais à côté, si vous voulez passer, j'ai voulu aussi narrer un peu autrement le raid du Scub, pour faire vite, hein, parce que le raid du Scub, la dernière charge de la cavalerie, on en a fait quelque chose de mythique, à juste titre, et j'ai voulu essayer de, pour faire vite encore, j'ai 5 minutes, si vous voulez passer, quels ont été les héros de ce raid. Quand on lit ce que le général Juino Gambetta a pu écrire dans son livre, c'est lui qui commandait les régiments de Scub, hein, ces 3000 hommes qui appartenaient à deux régiments de chasseurs d'Afrique, composés majoritairement de pieds noirs d'un côté et le régiment de Spahi composé de maghrébins. Ces 3 régiments-là sont les héros de Scub. Mais en même temps, Juino le dit, lorsqu'il fait ces 5 jours de marche, et
pas à cheval, c'est ce que je vais vous lire. Les mulets de mitrailleuses de combat souffrent le plus. Ils tombent fréquemment et sont relevés sans désordre et sans bruit. Dans cette ascension, officiers, hommes, bêtes ont dû mettre toute leur attention, toute leur énergie. Nos chevaux barbes se montrent admirables et l'emportent sur nos mulets pour l'adresse et la vigueur avec laquelle ils grimpent la terrible pente. On a grand-peine à relever les animaux qui tombent, la fatigue écrase chacun, décourageante. Les hommes qui sont tous à pied depuis le début de la nuit aident les chevaux, soutiennent les charges de mulets. On est bien là dans toujours ces destins mêlés, et là, sans faire ombre aux poilus, aux soldats, on peut parler des héros de ce rêve qui sont ces 3000 hommes, ces 2000 chevaux barbes et ces 500 à 1000 mulets. Alors à la vie et à la mort, pourquoi on a voulu mettre ça en avant? Parce que, si vous voulez, il y a des pays où on a compris ce message de souffrance commune. En Australie, par exemple, il y a eu un timbre publié, il y a une fête tous les ans, une commémoration tous les ans pour Simpson et son âne qui a été sauvé sur le champ de bataille, tout un tas de blessés. Il ramenait à l'arrière les soldats blessés sur son âne. Témoignage d'un instituteur qui était au Dardanelles, un soldat qui dit « Sans cette bête, nous serions morts de faim, de soif, nous n'aurions pas pu évacuer nos blessés. » Et puis aussi à la vie, à la mort, parce que ça c'est une image qui a frappé l'opinion publique à l'époque, où ce cavalier va mourir, il a été blessé sur le champ de bataille, son cheval s'en est sorti, et donc son dernier souffle, c'est le miroir, c'est dans le miroir que ça sort, à l'époque, je ne sais plus si c'est 1915-1916, et on lui amène son cheval et il va mourir, son dernier souffle va être en caressant son cheval. Des liens affectifs qui se créent, avec toujours dans la presse, l'ami le plus humble, ces références à des questions de tendresse. On n'est non pas dans une anthropomorphisation liée à une sensiblerie ou autre, mais véritablement à ce partage de cette souffrance et de ces moments difficiles. Là encore, pour passer vite sur trois espèces, si on peut dire, l'homme qui présente, les soldats qui présentent les nouveaux pigeons aux chiens mascottes de l'unité colombophile sur le front. Ou encore l'animal de compagnie, le copain qui ne cale pas. Et pour vous lire, je finirai après par là, c'est dans Henri Frappier dans Jour d'Orient qui dit ces belles pages et qui fait parler deux soldats qui rencontrent Casimir, l'âme de la compagnie. Casimir, c'est un copain, dit l'un, on est en plein hiver, Casimir a la croupe tournée à la bourrasque, la queue entre les jambes, la tête basse et les oreilles pendantes, il nous regarde, résigné, triste, presque humain, déjà sur son dos la neige tisse une couverture blanche, pauvre vieux murmure Chambord, il s'approche de Casimir, lui essuie l'échine d'un revers de la main et le couvre de sa toile caoutchoutée. On voit bien que là, on est dans un partage, on est dans une souffrance commune, on est dans ce moment où les humains ont besoin de ce lien de fraternité. Toujours. Après la victoire, on aurait pu penser qu'avec tous ces liens, il y aurait une reconnaissance du rôle des animaux. Eh bien, pas du tout. Les chevaux, pour la plupart, vont être abattus et pour les plus âgés, vendus aux boucheries dans le meilleur des cas, dans certains cas, et vendus aux particuliers pour les plus jeunes qui réussiront comme ça peut-être à s'en sortir. Les chiens allemands sont abattus puisqu'ils ne comprennent pas le français, et les chiens français finiront pour un grand nombre en fourrière. Il n'y a pas de reconnaissance à l'époque de ce sacrifice, de ce travail, de ce rôle, de cette place importante qu'ont joué les animaux. Pourquoi? C'est une réelle question que l'on peut se poser, si vous voulez tourner. Parce que, alors que dans le même temps, les soldats, eux, souhaitaient cette reconnaissance. Je ne vais pas m'étaler là-dessus, mais jusque dans les années 30, les soldats demandent à ce qu'on reconnaisse ces compagnons d'armes, cette fraternité qu'on avait eue sur le front. Et là, c'est un monument, enfin, c'est sur une pierre que en Autriche, que des soldats avaient gravé en mémoire aux animaux morts. Voilà. Mais dans les années 30, un effacement complet,
et il faut attendre les années 2000 pour avoir à nouveau ce débat sur la question du devoir de mémoire en faveur des animaux. Alors dans certains pays, c'est automatique. Les Australiens, il n'y a pas de souci. Les Anglais, il n'y a pas de souci. Ils ont développé ce devoir de mémoire. À Londres, vous voyez le grand monument à droite. En Belgique, pour les pigeons. Mais le pire, c'est qu'en France, non seulement il n'y a pas encore réellement de monuments, mais ces monuments, quand ils existent en France, le plus souvent, ça a été organisé, non pas par l'État français ou les collectivités, mais dans la plupart des cas, ce sont les Australiens, les Anglais qui financent à l'intérieur des cimetières des monuments commémorant la place, le rôle important des animaux et qui rendent mémoire à ces animaux. Et donc, pour aussi finir, vous voyez, on a la possibilité de rendre les choses, de rendre mémoire, de développer ce devoir de mémoire auprès des animaux avec des actes comme celui mené par ces 650 officiers et soldats du dépôt auxiliaire du Nouveau-Mexique qui ont décidé de faire une pause symbolique pour immortaliser, c'est une fresque vivante, où ils ont immortalisé pour honorer ce cheval qui avait été une vedette, une vedette pendant la guerre, une vedette entre guillemets, en tout cas qui avait fait des actes héroïques, le cheval, je ne sais plus le nom, peu importe. Et donc, si vous voulez, on a la possibilité de rendre hommage et de développer ce devoir de mémoire. Alors, comme je suis président de l'association Aéro, je profite pour faire un peu de publicité et remercier ici le sculpteur le sculpteur d'Achille, excusez-moi, qui nous a fait ce relief qui est exposé donc dans la salle à côté. Et je veux remercier encore une fois la ville, le 5e arrondissement de nous avoir donné cette opportunité. Ce relief veut refléter vraiment ce que je viens de dire, c'est-à-dire à la fois, non pas tant seulement les souffrances qui ont existé pour ces animaux, mais la relation qui a été tissée durant toutes ces années entre tous ces animaux et ces êtres humains, et qui a sans doute permis, si on lit les témoignages de bon nombre de soldats, sans doute que cette présence animale, dans bon nombre de cas, a permis à nos soldats de tenir, et même aux autres soldats, de tenir bon, de garder le moral et sans doute de garder une part d'humanité. Merci.